Alors Thomas, tu as vu ma vidéo avec Chloé Framery sur l'immigration. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, eh bien bon, ça fait un moment qu'on parle du cas de Chloé Framery, dont tu as fait plusieurs vidéos qui parlaient de dissonance cognitive. Bon, là, je crois que quand même ça a permis euh, au moins au public de voir Chloé parler d'un sujet en particulier sans pouvoir enrober ça d'autre chose. Et je pense que la vidéo en elle-même a permis une clarification et était assez efficace. Et oui, je pense que c'est une opportunité, toutefois, au-delà de la personnalité de Chloé, de répondre à certains poncifs qu'on nous ressasse, qui sont les mêmes d'ailleurs que les idéologues un peu hystériques de No Borders. Et oui, c'est le moment d'amener une petite clarification sur l'Afrique, sur l'immigration. Alors, elle évoque notamment que ça fait des siècles qu'on pille l'Afrique. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce propos? Alors oui, ben, à chaque époque, déjà, sa problématique. Avant, je ne vois pas tellement. Bon, toujours eu le commerce triangulaire qui visait à l'échange des ressources, parfois par des moyens peu éthiques. J'ai pas l'impression qu'on pillait l'Afrique. En revanche, je veux bien entendre qu'on fasse référence là, et c'est probablement le cas, en tout cas dans l'imaginaire de Chloé Framery, à l'esclavage. Alors là, il faut peut-être faire une mise au point, parce que ce n'est pas à l'Européen caucasien d'assumer la responsabilité de l'esclavage. Certes, déjà, l'esclavage, c'est quand même le lot commun de l'humanité. En bout de course, il y a eu des blancs caucasiens qui ont possédé des esclaves, mais il y a eu beaucoup plus d'esclaves dans le monde ottoman. Et puis si on suit la chaîne, les rafles avaient d'abord lieu dans les villages par des tribus elles-mêmes d'Afrique noire. Donc quand on parle d'Afrique, bon ben là encore, une tribu, c'est pas parce que les deux sont noirs qu'ils sont forcément équivalents et que l'un ne se sert pas sur l'autre. Et puis la deuxième étape, c'était plutôt les arabo-musulmans, qui en l'occurrence souvent étaient plutôt blancs, c'est vrai, turcs, ottomans, mais aussi un peu plus typés, si on peut dire, si on parle sur un plan ethnique. Et puis ensuite, parce que c'était interdit aux chrétiens et que fort opportunément les juifs qui étaient intégrés dans le monde chrétien ben, ont toléré ça d'eux, parce que le commerce d'esclaves était quand même interdit par les chrétiens. Eh bien, pour réguler ce commerce et faire la liaison finalement entre le monde arabo-musulman, ottoman et le monde chrétien, il y avait des juifs. Et en bout de course, effectivement, mais au même titre et même moins que dans le monde ottoman, il y avait des propriétaires d'esclaves blancs. Et donc, au nom de ça, on devrait finalement pouvoir dire que l'Afrique a été pillée par l'élite. Effectivement, Chloé fait la distinction entre élite et le peuple, ça c'est déjà bien. Euh, mais voilà, l'élite occidentale a quand même peu de place dans l'esclavage. Et Chloé dresse un profil très particulier des demandeurs d'asile africains ici en Europe. Elle pense que c'est avant tout des victimes qui ont perdu leur toit ou comme ça. Pour toi, quel est le profil de ces gens-là? Oui, alors ça c'est une aberration. Les gens qu'on déplace effectivement sous l'action des multinationales qui, eh bien, en effet, ont perdu leur toit et leur nourriture, sont pas spécialement des gens qui sont intéressés à venir en Europe et de fait ne viennent pas en Europe. Alors, si je voulais
être tout à fait cohérent et aller tout à fait au bout, les gens qu'on déplace sont souvent des personnes qui ont une culture assez tribale et si à armes égales ils avaient d'autres individus, qu'ils soient occidentaux ou non, sur leur territoire, s'ils étaient en capacité de le faire, ils les tueraient, les rendraient eux aussi en esclavage, et voire même les mangeraient. Et mais en effet, le fait que les multinationales appliquent finalement à ces peuples leur propre philosophie est quand même assez ironique. Ça, c'est pour la petite parenthèse drôle. En revanche, le profil des gens qui viennent en Europe est tout à fait différent. D'ailleurs, officiellement, on n'accepte pas des requérants d'asile parce qu'ils ont faim. On les accepte parce que ils sont persécutés politiquement. Soit parce qu'ils fuient des zones de guerre, dit-on, soit parce qu'ils sont effectivement des opposants politiques ou subissent des persécutions arbitraires politiques. Alors, oui, moi je vois surtout des jouisseurs avec des persécutions politiques factices. D'ailleurs, à chaque fois qu'on creuse un peu, on finit, comme tu le dis très justement dans ta vidéo, par découvrir que ce sont des menteurs et par mettre en place des mesures de renvoi. Et surtout, il y a une mafia qui s'organise avec la complicité de ces États, parce que les jouisseurs, c'est pas avec ça qu'on construit un pays, et ça arrange bien à ces États-là, notamment l'Érythrée, de ne pas avoir trop de parasites un peu qui savent pas tellement quoi faire, voire qui foutent un peu la merde, pour ainsi dire, dans les rues. Qui en temps normal finissent à l'armée. Finissent à l'armée ou en prison. Bon, c'est bien pratique de les déverser en Europe, comme ça on n'a pas à s'en occuper. Ça, c'est un des aspects. Donc la complicité, on préfère assumer les persécutions politiques de l'État, surtout si après on arrive à arranger une petite ristourne sur les aides qui sont obtenues en Europe. Il y a eu des cas, oui, parce qu'on finit par en parler, parce que en général, quand le migrant, on va dire ça comme ça, a un peu trop flambé, il a acheté peut-être un iPhone ou deux, il fait un investissement dans la drogue pour en faire le commerce, et qu'il ne paye pas ce qu'il doit à l'État érythréen. C'est pas pour faire vivre sa famille, contrairement à ce que dit. Mais effectivement, c'est sur la famille qu'on fait pression. Et avec parfois aussi des ratonnades sur place, organisées dans la propre communauté. En fait, on ne peut pas dissocier l'immigration de la mafia qui l'organise, ni du migrant et le migrant jouisseur de toute cette structure, notamment financée par Soros. Tout ça c'est un tout. Et sans cette organisation, le migrant ne vient tout simplement pas en Europe. Donc la question ne se pose même pas. Donc c'est un peu hypocrite, prétendument, de dénoncer la cause. D'ailleurs, à ce propos, il y a une argumentation fallacieuse qui est menée par Chloé, parce que le médecin, il traite à la fois la cause, mais ce sont quand même les symptômes qui tuent, et parfois, quand la maladie est grave, on traite aussi les symptômes. Et pour finir, Chloé persiste un peu dans sa vision peu nuancée. Elle a un discours d'accueil inconditionnel de No Borders. Comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à mettre de nuances? Alors pour moi, c'est plus de l'ordre de sa psychologie personnelle, de la vie en société qu'elle a menée. Elle le dit elle-même, oui, j'ai grandi. Alors bon, elle a quand même 47 ans. Lorsqu'elle était enfant, adolescente, les migrants, si on peut parler de migrants qu'elle a côtoyés,
arrivaient, en tout cas pour ce qui est de la Suisse, principalement par la voie diplomatique, les autres pour travailler, parce qu'ils avaient déjà une culture occidentale, Qu'ils n'étaient pas dans une démarche de pur parasitisme. oui, oui, mais surtout, on peut comprendre que quelqu'un qui a goûté et a été éduqué à l'école occidentale ait une certaine affinité pour l'Europe, qui soit civilisationnelle pour le coup. Là, on parle quand même d'autre chose. Et puis, Chloé, dans son quotidien, je pense, bénéficie d'une certaine fascination. Alors, c'est pas tellement politiquement correct de le dire, mais c'est quand même le cas. Elle peut être d'ailleurs que culturelle, qu'ont les Noirs pour les Blancs, et a fortiori les blonds. Et puis, elle a dû constater, sur le plan personnel, que qu'elle était un peu plus rejetée par les Blancs, de par son attitude qui moi, m'apparaît quand même assez imbuvable. Et alors qu'elle arrivait à prendre l'ascendant sur... Quelque part, elle est profondément raciste intérieurement. Sinon, oui, je voulais ajouter un dernier mot sur le pillage de l'Afrique prétendu, parce qu'il serait quand même temps de grandir, l'excitation des sauveurs de migrants en Méditerranée. C'est un peu ce qu'on retrouve chez Chloé. Alors là encore, elle va dire qu'elle se dissocie de tous ces mouvements-là. Oui, mais sur quel plan finalement? Eh bien, il faut en finir avec ces poncifs et le pillage de l'Afrique. Surtout aujourd'hui, il n'y a pas tellement de ressources qui viennent d'Afrique, d'une part. D'autre part, je ne vois pas pourquoi le monde occidental devrait donner sa logistique, ses avancées technologiques au monde africain gratuitement, sans échange. C'était quand même le principe des comptoirs, même s'il y a toujours, en tout temps, eu des abus, mais c'est plus une question de classe. Ce sont un peu les parasites des classes dominantes qui abusent effectivement des classes inférieures, qu'ils soient parasites ou non. Ça, c'est un fait. Mais les ressources qu'on pillerait en Afrique, il y a quand même plus grand-chose qui vient. Il y a beaucoup plus de ressources, qu'elles soient métalliques ou minérales, qui viennent de Russie, d'Australie, de Chine même, que d'Afrique. Là, on est vraiment dans le n'importe quoi. Il faut faire un peu d'économie, de géopolitique et s'intéresser à l'Afrique. Il n'y a pas qu'une seule Afrique. On dirait que parce qu'on est noir et qu'on vient d'Afrique, on est tous pareils. Là aussi, c'est quand même assez raciste.